Bonjour à tous les présents, où vous soyez et quel que soit votre fuseau horaire. Je suis Daniela Costa, la chargée de presse et communication de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. C'est avec grand plaisir qu'avec l'équipe de l'OIV et le directeur général de l'OIV, M. Parroca, nous souhaitons la bienvenue aux 700 inscrits à notre conférence de presse en provenance de plus de 50 pays. Avant de commencer la conférence, je vous apporte quelques précisions techniques. Cette conférence sera traduite simultanément en français, anglais et espagnol. Ça démontre bien l'universalité de notre organisation. Vous pouvez choisir la langue de votre préférence en bas sur la petite icône en forme de globe. Pour l'instant, le dossier de presse est disponible en anglais. Vous pouvez le retrouver sur le lien partagé dans le chat de Zoom. Après la présentation de M. Roca, il y aura une partie des questions et réponses. Vous allez à ce moment pouvoir demander la parole. Nous vous invitons également à poser vos questions sur la partie questions et réponses de Zoom. Et maintenant, sans plus attendre, je donne la parole au directeur général de l'OIV, M. Roca. Bonjour, je vous parle depuis le siège de l'OIV à Paris, où il est en ce moment 15 heures. Et avant de commencer, je voudrais surtout exprimer ma solidarité aux vignerons français, mais aussi aux Italiens et Allemands qui ont également subi les conséquences du gel dans ces vignes. Il y a un an, que je m'adressais à vous à peine un mois après le commencement de la pandémie du COVID-19 et avec, en ce moment, c'était des connexions problématiques techniquement, mais j'anticipais une situation catastrophique. Vous verrez comment le premier coup a été effectivement un désastre, mais nous observerons aussi des changements, des transferts, des améliorations tout au cours de l'année. Les chiffres sont assez peu amusants et encore moins si ceci montre une crise. Mais les chiffres représentent une facette incontournable de la réalité. Je continuerai ma présentation en anglais maintenant et je présenterai les conclusions en espagnol. Cette présentation, nous allons regarder en fait les questions de superficie de vignoble, la production de vin, la consommation de vin, le commerce international du vin, ainsi que les premières estimations de la vendange de l'hémisphère du Sud, ainsi que le COVID-19 et le secteur du vin. Vous pouvez voir ici la situation depuis 3 ans. Vous pouvez voir ici 7,3 millions d'hectares de surface de vignobles, toutes sortes de vignes, vignes pour raisins de thym, pour raisins de vin de différentes variétés et cépages, ainsi que les vignes qui produisent des raisins secs. La stabilité est expliquée, comme vous pouvez le voir dans ce graphique, étant donné que 45%, c'est-à-dire quelques 3,2 millions d'hectares, se trouvent dans l'Union européenne, qui sont sous un plafond de système d'autorisation pour les nouvelles plantations. Mais pour le reste des pays, il y a une tendance hétérogène qui a tendance à équilibrer la situation entre les différents pays, entraînant une stabilité. 6 pays représentent quasiment 60% de la superficie en vignoble. 3 sont en Europe, c'est-à-dire l'Espagne, la France et l'Italie. Les autres 3 sont la Chine, la Turquie et les États-Unis. L'Espagne continue à prendre la première place en termes de superficie de vignoble. La Chine était classée 2e l'année dernière, mais ils ont réduit les données en termes de superficie en raison de révision de chiffres du Bureau de statistique nationale chinois et en conséquence,
prend la 3e place. Cette révision a un gros impact sur d'autres chiffres que nous allons vous présenter. La France, l'Italie et la Chine sont les seuls grands vignobles qui ont augmenté en taille en 2020. 260 millions hectolitres est le chiffre en fait en termes de production cette année. Et ceci ne représente qu'1% de plus qu'en 2019. En conséquence, ces chiffres, depuis 2 années consécutives, sont en dessous du niveau moyen. Mais ceci peut-être est une bonne nouvelle à la lumière de faible consommation cette année. En octobre 2020, nous avons donné une estimation de 258 millions d'hectolitres et nous étions très, très proches du chiffre. En fait, il y a une différence de 2 millions d'hectolitres d'hectares. Pardon, il y a 2 millions d'hectolitres de plus parce que l'Italie, la France et l'Espagne ont dû revoir leurs données initiales étant donné qu'ils avaient eu de très bonnes conditions météo. Ces 3 pays, donc vous les voyez ici, l'Italie, la France et l'Espagne qui représentent plus de la moitié du vin produit. Vous avez 8 pays qui ont vinifié 77% du total de vin produit dans le monde. L'Union européenne représente 63% de ce chiffre, ce qui représente plus 8% par rapport à 2019. Pays par pays, vous pouvez voir les totaux en rouge et les changements en pourcentage dans le graphique en bas en bleu, et ça pour les pays principaux de production de vin. L'Italie, la France et l'Espagne ont une augmentation relative à 2019 et cela en raison des bonnes conditions météorologiques. Les États-Unis ont vu une baisse en raison des incendies, ainsi que des mesures pour limiter la production afin d'éviter les excédents. La météorologie a eu un effet négatif en Argentine, au Chili et au Brésil, et cela en raison du phénomène El Niño. L'Australie a également vécu de terribles incendies. L'Afrique du Sud continue à se remettre de sécheresses répétées qui ont commencé en 2016. Enfin, je dirais que la Chine a réduit ses chiffres pendant 4 ans d'affilée en raison de problèmes structurels ainsi que la concurrence des vins importés, ce qui a réduit la demande en interne. Nous allons regarder la consommation de vin. On peut voir une baisse de 3% en volume de la consommation. En termes de valeur, nous pouvons estimer qu'il y a une baisse de 10% si on reprend les chiffres des exportations des marchés intérieurs. Cette baisse est due à 2 facteurs, la COVID-19 et une baisse cumulée au cours des dernières années en Chine. Cette baisse est semblable à celle qu'on a pu enregistrer en 2008-2009, c'est-à-dire lors de la crise financière. Bien que nous sachions que la consommation de vin a lieu dans 200 pays, nous savons qu'il y a que quelques 10 acteurs, c'est-à-dire 10 pays qui représentent 70% de la consommation de vin. Ici, vous avez une diapositive très intéressante qui reflète un peu ce qui s'est passé. On voit les différences en termes de comportement consommateur à travers les pays. Ce comportement est différent en raison de mesures de confinement plus ou moins intenses, et cela se voit en Afrique du Sud. Là, vous avez en fait moins 18%. Moins 19%, pardon. Et on peut voir également qu'il y a eu une pondération des canaux de distribution différents entre les secteurs HoReCa et non-HoReCa. Cela a eu un fort impact en Espagne. Il y a la dépendance du tourisme également, qui a été ressentie en Espagne aussi, mais on a également pu voir en fait une augmentation des ventes en ligne qui ont bien sûr un gros potentiel. Et là, en fait, on peut voir que
les États-Unis et la France sont très résilients. Les États-Unis, avec des mesures de confinement légères et une explosion de le commerce. Cependant, dans les deux cas, c'est-à-dire dans le cas des États-Unis et la France, on a vu une baisse en valeur. L'Italie montre une augmentation de 8% de la consommation. Et cela en raison de l'importance du vin dans la consommation quotidienne. En Chine, encore une fois, et là nous avons une évaluation préliminaire de la consommation, et bien là, on a pu voir une chute au niveau de la production et des importations, ce qui a entraîné une baisse de 17%. L'Afrique du Sud, comme on l'a déjà vu, les chiffres sont le reflet de l'interdiction de vente du vin et donc la substitution aux boissons spiritueuses. Le plus 18% du Brésil peut s'expliquer par les ventes en ligne. Si on regarde la consommation totale des différents pays, on a une augmentation de 2 millions. En fait, non, vous avez ici la consommation totale des pays ayant une consommation de plus de 2 millions d'hectolitres. Vous pouvez voir en fait la consommation totale des pays, des gros pays à droite et à gauche, vous voyez en fait la consommation par habitant. Et c'est intéressant de pouvoir comparer les classements des pays dans ces deux classifications pour voir les évaluations d'augmentation potentielle de ces marchés. Le Portugal est numéro 1, mais en fait a réduit sa consommation par habitant en raison de la perte du tourisme. L'Australie occupe un classement de 6e position et l'Argentine 7e position. Et les autres pays sont les pays européens en ce qui concerne la consommation par habitant. Si on regarde en fait le commerce international du vin, on a pu voir une baisse d'environ 2% en volume, qui n'est pas beaucoup, mais à peu près une baisse de 7% en valeur. Nous avons pu voir l'effet COVID qui a été dramatique au cours du premier semestre de l'année. Si on regarde les données du premier semestre, on voit moins 0,7% en termes de volume et moins 12,4% en termes de valeur. Cela indique qu'il y a ensuite un redressement au cours du deuxième semestre. Si on regarde les différentes catégories, on voit que les vins effervescents sont les plus touchés par cette baisse, moins 5% en termes de volume et moins 15% en termes de valeur. Les vins tranquilles, moins 2% en volume, mais moins 6% en valeur. Les prix ont baissé. Les bag in the box, les QB, en fait, vous savez que on a pu voir qu'il y a eu des changements de nomenclature ici, mais ici, en ce qui concerne le bag in the box, le QB, on a une augmentation de 12% par volume, mais l'augmentation de valeur n'est que de 8%. Donc, cela veut dire que là aussi, on enregistre des baisses de prix. Seul le VRAC indique une augmentation moyenne des prix, et cela en raison des récoltes plus faibles. Ici encore, on voit que l'Italie, la France et l'Espagne ont exporté presque 55 millions d'hectolitres, ce qui représente 52% du marché mondial en termes de volume et 60% en termes de valeur. L'Argentine et le Portugal ont augmenté de façon significative leurs exportations. Ici, en fait, vous pouvez voir pays par pays la composition des exportations. Nous pouvons noter que la France, avec sa très grande proportion dans ses exportations de vins effervescents, a perdu 1 milliard d'euros. Si on regarde les importations par comparaison, on peut voir que le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis représentent quasiment 40% des importations en termes de volume et en termes de valeur, mais en ordre différent. La Chine a enregistré une perte de 30% et la Russie une baisse de 21%.
Ici, vous pouvez voir la différente composition des produits dans chaque pays importateur. Vous avez les chiffres en volume qui apparaissent en haut et en valeur dans la partie inférieure de la diapo. L'Allemagne est premier en termes de volume, ce qui n'est pas surprenant, mais n'est classé que 3 positions en termes de valeur en raison de la grande fraction de vin en vrac. La même chose est vraie pour la France. Par contre, pour les Américains, les importations aux États-Unis sont numéro 1 en termes de valeur car les prix moyens élevés des vins importés aux États-Unis. Ici, dans ce graphique, vous avez l'indice d'internationalisation du marché qui est le rapport entre les exportations mondiales du vin et la consommation mondiale du vin. La bonne nouvelle, c'est que depuis la COVID-19, cette tendance n'a pas changé. En 2020, nous pouvons voir que la moitié du vin consommé dans le monde a traversé au moins une frontière. Donc ici, vous pouvez voir les premières estimations concernant la production de vin en hémisphère sud pour cette année. Et ce sont vraiment les premières estimations. En Argentine, nous voyons une baisse de 10,4%. Ceci est attribué au grand gel vécu au printemps, c'est-à-dire octobre 2020, et quelques 28 orages de grêle qui ont endommagé les cultures. Le Chili et le Brésil sont revenus à un niveau normal. L'Australie est revenue à des niveaux normaux. Et au-delà de ces données ponctuelles concernant cette récolte, il est intéressant de noter les tendances dans certains des pays qui, en fait, se voient surtout en Afrique du Sud, au Chili et en Nouvelle-Zélande. Je vais, pour finir, vous présenter mes conclusions en espagnol. Voilà un an de cela, à l'occasion de la conférence de presse, j'ai présenté des estimations de réduction possible de l'économie du vin jusqu'à 35%. Les chiffres étaient exacts à l'époque et s'y ajoutait également un immense pessimisme partagé dans lequel les pires estimations prévoyaient une réduction de l'économie de 90%. Certains produits phares comme le champagne ont pu voir leur vente drastiquement réduite, 18% en volume et 1 milliard d'euros à gros traits de perte. Et en réalité, même si la perte de volume a été moindre, la valeur a été sacrifiée. Il y a eu un comportement différent selon les pays, comme nous l'avons vu, du fait de l'intensité variable des mesures de confinement, du poids différent que peut revêtir le tourisme dans chaque pays, le poids différent du vin dans la consommation quotidienne. On a pu observer par exemple une augmentation de la consommation en Italie alors que 65% des boissons alcooliques bues dans ce pays sont du vin. Également, un petit peu de perturbation dans les canaux de distribution, ce qui fait que on voit apparaître également le commerce électronique. Dans les différents marchés, le poids relatif de l'un ou l'autre de ces facteurs a été bien différent. En revanche, dans tous les pays, nous avons observé une chute des prix. Et dans ces cas-là, nous avons vu un effet de la pandémie très violent au début, comme un tremblement de terre, et puis qui s'est un peu allégé au second semestre de 2020. Nous verrons ce qui se passera en 2021, année qui pourrait être une année de réplique de 2020. Face à cette crise, concentrons-nous sur une série de données qui montrent que s'il est vrai que le vin est consommé dans 200 pays, 70% de ce vin est consommé dans à peine 10 pays et à peine 6 pays représentent 70% de la consommation. 8 pays concentrent 77%
du vignoble producteur du monde. Et 3 pays à peine représentent la moitié de la production mondiale. Ces chiffres font qu'il n'est pas étonnant de voir que les importations et les exportations se font entre très peu d'acteurs. Il y a une forte concentration sur ce marché et donc une forte concentration du risque également. Ceci nous montre qu'il est essentiel de se diversifier, à commencer par la consommation. En Asie, d'un point de vue général, la présence du vin est anecdotique. Et malheureusement, nous assistons à un recul en Chine, pays qui semblait être sur la voie de la croissance de la consommation du vin. Donc l'OIV doit travailler pour que le vin soit un produit de consommation beaucoup plus universalisé dans ces cultures tolérantes et dans les économies ouvertes. C'est là un grand défi. Et l'Asie est clairement pour le monde vitivinicole le grand objectif. Pour les producteurs de vin, il y a eu et il y aura encore le besoin de s'adapter à cette diversification des marchés et des canaux de distribution. On a vu le succès de ceux qui ont combiné les services en ligne des services traditionnels et de cette manière, le recours aux données générées est de plus en plus essentiel, ainsi qu'à l'accès à l'information à travers les technologies les plus avancées. Nous savons que ce n'est pas une crise isolée, mais que nous entamons un véritable changement de système. Et ce n'est que ceux qui intégreront dans leur comportement eux-mêmes et dans leur capacité d'adaptation continue, ce sont ceux-là qui pourront survivre. Le retour à une nouvelle normalité sera différent. Et il est confirmé désormais que la société défend la santé comme bien absolu et exige la responsabilité des politiques. Pensons donc en une avancée probable de politique générale de santé publique en matière de consommation d'alcool et des mesures restrictives. Face à cette situation, le vin doit préserver ses liens avec un mode de vie sain, avec une garantie de durabilité économique et avec le respect de ses racines culturelles. D'un autre côté, dans cette crise, la plupart des gouvernements des pays producteurs ont compris que le vin est fortement ancré dans leur culture et l'ont considéré comme une activité économique essentielle. Plusieurs questions ont perturbé de manière injuste les échanges naturels du vin, le contentieux Boeing-Airbus entre les États-Unis et certains pays européens. Autre question, la plainte anti-dumping de la Chine contre l'Australie, et puis, en moindre mesure également, les perspectives du Brexit. Il faut prendre note du changement d'administration aux États-Unis qui ouvre certains espoirs. Le principal signal qu'a lancé l'administration Biden jusqu'à présent a été le réalignement avec les objectifs environnementaux et le retour aux accords sur le changement climatique, également la levée de certains blocages à l'OMC, et puis l'espoir de voir les États-Unis reprendre leur rôle de partenaire réel dans les instances multilatérales. Et l'OIV, à son niveau, espère également récupérer ce partenaire si important. Comme nous le voyons, dans le monde du vin, les gouvernements jouent un rôle déterminant qui conditionne le développement du secteur. Le cadre de ce progrès est, et nous l'avons dit, la durabilité et l'innovation. Et l'heure est venue de penser que l'OIV peut jouer un rôle important dans le dialogue international entre les États pour intégrer des critères de durabilité sur tous les plans et des critères d'innovation digitale. Voilà, je suis à disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser et je reste à l'écoute. Merci infiniment de votre attention. Avez-vous des questions? Nous avons plusieurs
Demande de parole. La Semana Vitivinicola. Donc, nous allons vous passer la parole. Vous avez la parole. On m'entend. Très bien. Bonjour, merci à tous. Merci pour cette présentation si détaillée qui, comme toujours, nous met face à un défi. Quelle est la position de l'organisation concernant les aides au niveau européen pour le secteur du vin? Et est-ce que l'OIV va émettre une recommandation tant pour l'Union européenne que pour les États membres? Il y a 48 membres à l'OIV. 20 sont de l'Union européenne et 28 ne le sont pas. La majorité n'est pas de l'Union européenne et la majorité ne croit pas d'un système d'intervention concernant le marché. Voilà. La moyenne croit qu'il y a des mécanismes qui sont propres au marché. Dans tous les cas, il est vrai que certains pays accompagnent avec des mesures économiques et d'autres pays accompagnent avec des mesures législatives. Presque tous accompagnent avec des mesures législatives, ce qui permet d'orienter le marché. Et en général, ces mesures économiques d'accompagnement sont bonnes ponctuellement, certes, mais il faut toujours prévenir. Il ne faut pas trop déstabiliser le pendule de Foucault parce qu'il pourrait être déstabilisé. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec les aides. Il ne faut pas que la poussée exercée soit trop forte sur le pendule. Il ne faut pas qu'il y ait une altération du système. Merci beaucoup. Une autre question? Peut-être que les gens sont un peu timides. J'ai reçu quelques questions par écrit. Nous allons commencer par celle que j'ai reçue de Agnès Kakuma, justement. Et je vais donc passer au français. Malgré le Brexit et les restrictions sanitaires contre le Covid, le Royaume-Uni est resté en 2020 le premier marché du vin en volume et deuxième en valeur. Pensez-vous que cette position pourrait se maintenir en 2021 et quelle est la force de ce marché? Bon, merci de votre question. La tendance, je crois que pour le Royaume-Uni va être, on l'a vu déjà, même avant le Brexit, c'est une perte des exports de l'Italie et de la France. Disons, les échanges se sont diminués. Par contre, on a augmenté la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, le Chili, l'Argentine. Et c'est assez évident qu'on va vers une diversification des sources, non? De toute façon, il faut penser aussi que le Royaume-Uni a fait plus ou moins 30% de ses importations pour réexportation. C'est nouveau des dernières années, ce grand chiffre, et pourtant il y a un réacconditionnement aussi qui arrive à niveau du Royaume-Uni. Federico Pentinelli d'Italie a demandé la parole. De Wine News. Bonjour, vous m'entendez? Deux questions. Quelle est la position de l'OIV sur le plan cancer européen? Et pour la question des prix du vin, pensez-vous qu'avec la crise du Covid, les prix vont baisser? Donc, le plan cancer, d'une part, européen,
et d'autre part le prix. L'Union européenne n'est pas membre de l'OIV, ça je voulais éclaircir ce point pour commencer. Comme je l'ai dit, il y a 20 membres de l'Union européenne qui sont membres de l'OIV. Alors, est-ce que nous sommes alarmés? Non, les prix ont baissé, mais nous avons sans doute vu aussi, il va y avoir une moins grande récolte. La prochaine récolte sera moins importante. Donc, je ne crois pas qu'ils vont baisser plus ces prix. Donc, voilà la situation. Et sans doute que la demande va se maintenir. Peut-être que ça sera comme on avait vu en 2008-2009. On voit au début une baisse et ensuite un genre de rebond. Donc, pour la demande, quoi. Là, il faut être prudent. Mais les prix ont baissé, mais je ne crois pas qu'ils vont baisser encore plus. Merci. Maintenant, regardons sur le chat une question de Carla Urugana en espagnol. À quoi est due la diminution de la consommation en Chine? Alors, en Chine, il y a différentes questions qui sont importantes et qu'il faut souligner. Il y a des problèmes structurels, des conditions climatiques qui n'ont pas été très bonnes, des limitations techniques, une productivité faible. Ça, c'est pour ce qui concerne la production. La concurrence des pays importateurs. En fait, les vins importés ont été une concurrence pour les vins produits en Chine. Et bien entendu, une demande interne qui est en déclin. La consommation a diminué au cours des 4 dernières années. Il y a une combinaison de différents éléments parce qu'en fait, c'est une consommation apparente. C'est la consommation que l'on extrait de la balance entre importation et production. Et la production a diminué au cours des 4 dernières années et au cours des 3 dernières années, les importations ont diminué. Par conséquent, le résultat, qui est la consommation apparente, a aussi diminué. Et la croissance économique de la Chine, même si elle augmente, elle a décéléré. Et de plus, le vin ne représente que 3% de consommation de boissons alcoolisées. Et la consommation de vin est très liée à des fêtes, à des célébrations. En fait, c'est vraiment une consommation à haute volatilité. Donc, les perspectives ont été un petit peu surestimées, on va dire, à un certain moment. Le marché semblait être très bien positionné, mais la réalité est plutôt celle que nous constatons maintenant. En parallèle, il y a eu une correction pour ce qui concerne les chiffres. Donc ça, ce sont plus des aspects statistiques et si c'est nécessaire, je peux donner plus de précision. Merci. Maintenant, Ángel Calvo de l'agence EFA. Ángel, je ne vous entends pas, mais je serais ravie de répondre aux questions. Maintenant, on m'entend? Oui, absolument. Alors, je voulais poser une question concernant les sanctions, les mesures de la part des États-Unis envers 3 pays européens pour le contentieux Airbus Boeing. Est-ce qu'un autre pays a remplacé ces pays en tant qu'exportateur? Réponse de M. Paul Roca, oui. Nous avons regardé la situation, mais en fait,
Il n'y a pas vraiment il n'y a pas eu réellement d'augmentation. Aucun pays n'a beaucoup amélioré sa position en raison du sacrifice d'autres pays, d'avoir sacrifié d'autres pays. Il y avait beaucoup de stocks aux États-Unis. Et il n'y a peut-être que eux qui en ont bénéficié, on dira, mais celui qui a vraiment perdu au change, c'est le consommateur américain. C'est la conclusion. On aurait pu penser que certains pays auraient pu augmenter leurs exportations, mais lorsque l'on observe les importations des États-Unis, on se rend compte qu'il n'y a pas personne n'a bénéficié de ce changement. C'est ce qui se passe lorsqu'on prend des mesures de représailles pour un produit qui est en fin de chaîne, en bout de chaîne, et qui est présenté à la vente. En fait, celui à qui on porte préjudice, et de plus, l'impact est énorme parce que même une fois que l'on retire les mesures, le produit continue à souffrir. C'est le consommateur qui se retire. C'est cela qui se passe. Ce n'est pas un produit qui peut être remplacé comme une céréale qui peut être remplacée par une autre céréale. En fait, ça a vraiment un impact dans les rayons. Une autre question en espagnol sur le chat. Bonjour. De quelle façon l'OIV peut soutenir, peut faire en sorte qu'il y ait une plus grande consommation responsable de vin dans les pays qui consomment peu de vin? Réponse. Donc, le vin est un produit qui est très en lien avec la culture. C'est très important de connaître le vin, de le diffuser, de le promouvoir. Et c'est quelque chose que l'OIV fait depuis presque 100 ans. Préserver, donc maintenir ce feu sacré pour exprimer les choses d'une certaine façon, pour que cette culture du vin puisse être diffusée. Les pays producteurs la connaissent, mais il faut faire en sorte que bien d'autres pays la connaissent également. C'est pour ça que j'adresse ce message à cette diversification. En fait, il y a de nombreux pays qui sont perméables à la culture du vin, les pays asiatiques par exemple, qui offrent une énorme opportunité avec des actions qui peuvent être menées peut-être symboliques de la part de l'OIV, mais qui ensuite peuvent faire grandir cette dynamique et permettent de communiquer autour du vin. C'est ce que nous espérons. Nous avons reçu une invitation de l'Empire du Japon pour aller à Osaka en 2025 et je crois qu'il faut prendre cette invitation avec enthousiasme parce qu'une expo est vraiment l'opportunité de diffuser, de projeter notre culture. Des livres ont été récompensés qui présentent les différents aspects culturels. Il y a les concours. Et il faut reconnaître que le vin se trouve là où le vignoble est en fait enraciné, en lien avec une façon de vivre, avec une façon de comprendre l'économie et qui apporte la valeur ajoutée là où demeure en fait la production et la richesse de la production. Comment l'industrie devra continuer à s'adapter aux défis de marché consommateur qui continuent à changer, surtout après le COVID-19? Est-ce que vous vous attendez à une reprise du marché des vins effervescents suite à cela? En ce qui concerne le redressement du marché des vins effervescents, le problème des vins effervescents
est encore trop lié à des événements festifs. Vous savez que les occasions dans le monde sont assez limitées. Ce ne sont pas des événements constants, voire permanents, que ce soit au niveau saisonnier, soit au niveau de la consommation quotidienne. Donc, c'est quelque chose de très volatile dans un moment de changement d'habitude de consommation ou de circonstances, comme on les a vues. Mais bien sûr, je crois que les personnes vont continuer à se marier, vont continuer à faire des fêtes et continuer à fêter, célébrer. Et donc, c'est quelque chose qui va récupérer. Et en même temps, vous savez que les vins effervescents sont à découvrir dans d'autres circonstances, pas nécessairement des occasions. Et donc, je pense que les vins effervescents peuvent se boire à l'apéritif, par exemple. Cela dépend des différents pays. Il y a des changements, mais voilà plus ou moins ce qui se passe. Je pense que oui, il y aura probablement un redressement de la situation des vins effervescents. Et je pense que même on va fêter très bientôt, peut-être qu'il y aura un pic de consommation. Je suis assez optimiste par rapport à cela. Le regard, en fait, la consommation en Asie, certes, mais que se passe-t-il au Mexique, en Colombie, au Pérou? Est-ce qu'il y a des projets pour observer cette consommation en Amérique du Sud? Réponse. Alors, ce sont des pays qui ont... la consommation est très liée avec la croissance économique, hein, est très liée à la croissance, on va dire, de la classe moyenne. Les marchés, où on verra ces circonstances. En tous les cas, il est vrai que dans cet ensemble de pays, on peut dire qu'ils souffrent beaucoup plus que d'autres, malheureusement, actuellement. Ils souffrent beaucoup plus les conséquences de la pandémie. On le sait très bien, le Brésil souffre les conséquences de la pandémie, on souffre d'une façon très directe. Et d'un point de vue économique, ce sont des pays où la pandémie a eu des répercussions très importantes. La croissance économique et surtout l'importance de la classe moyenne, qui est celle qui consomme du vin, n'est pas quelque chose qui est garanti. Est-ce que l'OIV voit en fait une augmentation de la production vinicole plus durable? Je répète, est-ce que l'OIV voit une augmentation de la production vinicole durable? C'est vraiment un moteur, en fait, pour le secteur, la durabilité, du point de vue de tous les aspects, que ce soit économie, environnement, même au niveau culturel, la durabilité culturelle. Nous pensons que seulement si nous préservons la planète, nous n'avons pas de justification de croissance. Voilà ce qu'est l'idée de la durabilité. Ce n'est pas simplement un point durable, non, c'est tout le système qui doit avancer dans cette direction. Et c'est quelque chose d'important à comprendre. Je crois très fortement que tous
l'économie vitivinicole peut être complètement durable. Ce n'est pas si difficile. Je pense que d'ici la fin de notre plan stratégique en 2024, nous allons très probablement démontrer que le système est tout à fait durable et respecte les aspects de préservation, de conservation et qu'on pourra croître. Je pense qu'on servira de paradigme pour le reste de l'économie. Avant de passer à la question suivante, j'aimerais rappeler aux journalistes qu'il nous reste 11 minutes pour cette conférence de presse. Et si vous avez des questions à poser, vous devez demander la parole. Je voudrais donc continuer avec les questions. Une envoyée par Gianluca du Sentinelle. La question est suivante. Les données historiques de l'OIV ont démontré que le commerce international en 2008-2009 a baissé, puis a rebondi très rapidement dans les années suivantes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une tendance semblable en 2022-2023, 2023, et cela suite à la pandémie COVID-19, ou est-ce que l'impact sur le marché du vin suite à la pandémie sera différent de la situation après 2008-2009? Merci de me considérer comme quelqu'un qui puisse faire des prévisions sur l'avenir. Je n'ai pas vraiment cette capacité, mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons voir que la crise de la COVID a plus ou moins les mêmes tendances que la crise financière de 2008-2009. Et ceci nous dit que nous sommes probablement dans un schéma semblable. Et certaines choses qui se produisent. Enfin, si on regarde le deuxième semestre 2020, eh bien, ce n'était pas si mauvais que ça. Et cela par rapport à l'impact dramatique du premier semestre. Conséquence, il y a des éléments qui nous font penser qu'on va avoir un redressement de la situation assez rapidement. Je ne voudrais pas me tromper, mais très probablement, les possibilités de redressement sont meilleures qu'en 2008-2009. Il y a encore des inconnus, bien sûr, des choses que nous ne connaissons pas par rapport à cette crise. Et nous sommes probablement dans une situation assez semblable, on l'espère. À présent, nous allons donner la parole à Lise Thatch. Oui, merci pour cette excellente présentation et bonjour de la Californie. Ma question concerne l'augmentation au Brésil et la baisse en Chine de la consommation de vin. Est-ce que vous pouvez développer les raisons liées à cela? Nous n'avons pas encore tous les éléments en main, mais le Brésil a beaucoup augmenté, développé en fait la vente en ligne des vins.
je pense, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est assez impressionnant le développement de ces ventes en ligne. Mais bien sûr, on démarrait de chiffres très faibles quand même. Donc, bien sûr, il est facile d'avoir des fortes augmentations lorsque la ligne de base était assez faible. C'est peut-être une des explications. La baisse en Chine, comme je vous l'ai dit, est plus complexe parce que nous n'avons pas les chiffres contrastés de la consommation directe. Ce que nous mesurons, et dans certains pays, on a un système de vérification, nous regardons la consommation apparente, c'est-à-dire c'est le résultat arithmétique des importations, des exportations, de la production, de l'utilisation du système industriel, les stocks. Et lorsqu'on regarde cela, en fait, cela vous donne quasiment un bilan et en bas de ce bilan, vous avez la consommation, pour vous donner un peu une explication arithmétique. Et le Bureau de statistiques national chinois a changé les données pour les 3 dernières années. Avec ces données, on a pu voir quelque chose que nous anticipions déjà. Et c'est vrai, c'est du réel parce que cela démontre un problème en Chine qui est lié à des questions structurelles, la concurrence des vins importés, la baisse de la demande intérieure, l'économie ne croît plus au rythme du passé. Et il y a aussi la place faible du vin dans la consommation de boissons alcoolisées, c'est-à-dire seulement 3%. Je disais également que cela est lié aussi à la volatilité. Vous savez que lorsque vous buvez du vin de façon très occasionnelle, lors de fêtes, de cadeaux, etc. Alors, nous pensions que la Chine était le moteur de la consommation, mais on ne peut plus croire cela. Et ça, c'est un grand changement de notre point de vue. Mais en même temps, bien sûr, l'Asie n'est pas que la Chine, c'est aussi la Chine. Il y a beaucoup d'autres pays où la consommation par habitant est si faible et il n'y a pas en fait de question d'interdit religieux ou culturel. C'est juste là, c'est là, et ils attendent simplement de découvrir la culture du vin. Et ce sont ces pays où on peut augmenter, développer la culture du vin, la connaissance du vin. Mais ce qui est plus important, c'est ce que vous faites, parce que Master of Wine est très important. Cela apporte en fait une compréhension du produit et en fait, tout le monde s'intéresse à cet aspect culturel, cet aspect connaissance. Voilà la comparaison de ces deux marchés avec les modifications. Merci, excellent, merci. Nous avons une demande de Rocco Perniola. Je vais lui donner la parole. Rocco, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Apparemment, il n'a... Oui? Pardonnez-moi, je suis
Angèle Cabot de l'agence EFE. On m'a donné la parole, donc je la prends. Je ne sais pas si j'ai l'occasion. Oui, allez-y, bien sûr, il n'y a plus personne sinon. Enfin, il y a des questions, mais il n'y a pas de connexion, donc allez-y. Bien, vous avez entamé votre conférence de presse en parlant précisément du dernier phénomène météorologique qui a touché des vignes en France, en Allemagne et en Italie. Est-ce que vous pourriez faire une évaluation des conséquences potentielles de ces gelées sur le marché? Non, ni moi ni personne ne pouvons le faire. Parce que... Alors, je vous explique pourquoi. Nous nous trouvons à un moment de l'année où la phénologie de la vigne est fragile, mais elle varie d'une région à l'autre. Donc, l'impact, on peut dire, voilà, ça représente un tiers, 60%, 80%, certes, mais c'est ce que l'on voit, ce serait l'analyse en surface, pour ainsi dire. Et ça, on peut le calculer, bien sûr. Mais ensuite, savoir quel sera le comportement de la vigne, est-ce qu'il y aura une nouvelle poussée, dans quel stade, à quel stade en est la vigne, quel a été le comportement de cette même vigne l'année précédente, est-ce qu'il y a eu une forte production de raisins sur cette vigne qui a souffert la gelée. Alors, cette année, elle sera au plus mal parce qu'elle n'a plus de réserve, elle n'avait rien gardé pour elle, la vigne. Donc voilà, tout ça, on ne peut pas le savoir. Et il faut voir ensuite avec quelle vitalité, avec quelle énergie réagit la vigne, qu'est-ce qui lui reste à l'intérieur pour réagir à cette gelée, si elle va résister ou si, au contraire, eh bien, elle a trop souffert. La vigne est un mystère physiologique à étudier de très très près. Donc, il va falloir qu'on fasse ça. Et en plus, il se trouve que sur une même zone, il peut y avoir des zones, par exemple, plus vallonnées, qui auront plus souffert, ou plus ensoleillées, qui auront moins souffert. Ça dépend également de la durée de la gelée. Donc, ce n'est pas qu'en surface la question. Ça peut vraiment avoir pénétré profondément la vigne, et voire même se révéler irréversible. Et ça, on le saura que dans un certain temps. Donc voilà, les aides, j'ai lu que des aides allaient être débloquées et que ces aides étaient ajustées à mesure que l'on connaissait en détail les conséquences de ce climat localement. Eh bien, c'est ce qu'il faudra faire. Et puis, j'en profite pour revenir sur un point qui me paraît important. Je pense vraiment qu'il faudrait envisager sérieusement la mise en place de systèmes qui existent déjà dans certains pays, qui sont des systèmes d'assurance. À une époque de changement climatique où l'on observe tout type de catastrophe climatique, je fais référence à des incendies, à des sécheresses, sans parler du tremblement de terre chilien. Là encore, c'est une autre sorte de catastrophe naturelle. Mais peut-être mutualiser tout cela peut être une solution envisageable. Nous arrivons bientôt à la fin. Nous avons le temps que pour une dernière question. Je rappelle aux journalistes que vous pouvez nous contacter à l'email que je vous ai indiqué sur le chat de Zoom. Et aussi, je vous rappelle que le dossier de presse qui a été présenté aujourd'hui en anglais, il sera bientôt disponible dans les autres langues officielles de l'OIV. Et maintenant, nous allons clôturer avec la question suivante qui nous a été posée sur le chat. L'OIV va-t-elle plaider au nom du secteur vitivinicole pour un retour à la normale le plus tôt possible? Est-ce que l'énotourisme est la clé de la réussite et de la croissance future? Bon, naturellement, on va plaider pour le retour à la normale. On fait un pari déjà d'activité de nos propres réunions pour récupérer la normalité à partir du mois de juillet. Nous attendons que tout le monde soit plus ou moins vacciné. Enfin, on fait ce pari naturellement. Le tourisme, l'énotourisme, naturellement, il a été
très impacté tout le tourisme. On va récupérer aussi le tourisme dès que possible. Je crois que ça va dans l'air du temps. Les gens voyagent. On s'était habitué à un système de circulation très internationale et je pense qu'on va récupérer cette modalité de tourisme également et peut-être même penser que c'est un tourisme qui va être un tourisme qui est plus de proximité, qui n'est pas très massif, qui respecte un peu les distances sociales et que ces éléments qui peut-être vont rester dans nos habitudes comme un rappel de ce qui a été cette alerte, non? Que peut-être on va voir l'énotourisme redémarrer avec plus d'intensité même. Eh bien, merci à tous. Je vous salue et je vous remercie de votre attention et jusqu'à la prochaine. Ciao, adios, goodbye.